Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de spiritualité et d'économie. Alors, vous vous demandez peut-être quel lien il y a entre spiritualité et économie, et pourtant, il y en a un. Mais avant toute chose, avant d'aborder ce sujet, pensez à vous abonner, pensez à cliquer sur le petit bouton et la petite cloche qui se trouve à côté. Alors, commençons tout de suite. Quel est le lien entre spiritualité et économie? Eh bien, le premier lien que je vois, c'est que nous sommes actuellement 7,5 milliards d'habitants sur Terre, et en 2050, selon l'ONU, nous serons entre 9 et 10 milliards. Ça va nécessairement générer des tensions, des régulations, des changements. Et ces changements vont être soit subis, soit choisis. Ils vont être subis si on ne fait rien, et choisis si on met tout de suite en place des éléments qui vont nous permettre de vivre autrement. Ensuite, le deuxième lien, c'est d'éviter la pensée magique. Dans cette période de bouleversement, on va nous parler régulièrement de transition énergétique, de voitures électriques comme solution à tous nos problèmes. C'est le yaka faucon. Cette pensée magique va créer des désillusions, des colères. Et c'est ce que nous verrons au fil de cette vidéo. Enfin, le dernier lien, c'est de comprendre que la spiritualité et la matérialité ne sont que les deux faces d'une même pièce. Ainsi, pour accéder à une certaine sagesse, il ne s'agit pas de fuir tout ce qui est matériel, nous sommes des êtres incarnés. Il s'agit au contraire d'avoir conscience de cette incarnation, de cette matérialité, pour pouvoir progresser dans une forme de spiritualité. De la même manière qu'un arbre a les racines bien ancrées dans le sol et les branches au vent, eh bien, nous devons comprendre cette matérialité pour accéder à une forme de spiritualité. Alors c'est parti. Nous sommes une population qui consomme des biens et des services auprès des entreprises. Ces entreprises, en échange d'un travail, nous délivrent un revenu, des dividendes, des salaires, mais également des loyers. Nous, la population, nous versons des impôts à l'État qui va redistribuer ces impôts sous forme d'aides, comme des allocations, retraites, logements par exemple, ou des services, la police, les hôpitaux, construire des routes, des écoles, etc. Les entreprises aussi versent des impôts. En contrepartie, l'État va verser des subventions, principalement pour embaucher et pour créer de l'emploi et de la croissance. Et également va passer des commandes auprès des entreprises, comme construire un hôpital, comme nous le disions. Elle va s'adresser à des entreprises et passer par un appel d'offres. On peut en conclure que nous sommes dans un circuit dans lequel les dépenses des uns font les revenus des autres. Il faut également noter que nous ne sommes pas dans un circuit fermé. Les entreprises vont acheter et vendre à l'étranger, les États vont partager des lois avec différents pays, vont mettre en place une stratégie politique et commerciale, et nous-mêmes, population, nous achetons des biens à des entreprises qui sont à l'étranger. L'ensemble des revenus ou l'ensemble de la consommation constitue ce qu'on appelle le PIB, le produit intérieur brut. C'est la richesse du pays. C'est un peu comme un gâteau que l'on se partagerait entre les différents acteurs de notre société. Alors on comprend pourquoi les politiciens cherchent à toujours faire plus de croissance. Ils vont augmenter la grosseur du gâteau d'une certaine manière, et ça va permettre d'injecter plus d'argent dans le système et donc de redistribuer plus facilement. Un politicien va avoir plus de facilité à gouverner un pays qui fait de la croissance qu'un pays qui est en récession. Nous avons pris en compte le fait que nous sommes précisément en économie ouverte dans nos chiffrages, et l'objectif de croissance que nous avons pris, 1,8, c'est un objectif parfaitement réaliste. Le problème, c'est que si on veut faire plus de croissance, on est également obligé d'utiliser plus d'énergie, plus de ressources. Et en utilisant plus de ressources, ça va générer une pollution, une décroissance de la nature. Aussi, aujourd'hui, on se retrouve dans un système qui économiquement fait toujours plus, socialement fait toujours plus également. On ne s'en rend pas toujours compte, mais nous sommes bien plus riches qu'autrefois, nous sommes toujours de plus en plus riches. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais je mettrai quelques liens en dessous de la vidéo. En revanche, notre environnement ne va pas vraiment dans la bonne direction et il a plutôt tendance à s'appauvrir. On a une perte de biodiversité. Alors,
Aujourd'hui, nous sommes 7,5 milliards d'habitants, comme je le disais, et nous utilisons des ressources. Nous arrivons à un maximum énergétique, et d'ici 2050, nous serons 9,5 milliards d'habitants. Donc ça représente une population qui va grossir de plus de 30%. Aujourd'hui, c'est déjà compliqué. Dites-vous que dans 2050, ce sera impossible. Et ça représente un réel choc. Il faut bien comprendre que nous n'aurons jamais plus de confort. Nous sommes arrivés à un maximum énergétique. Ce choc, c'est un choc que nous avons tous à l'esprit. Ça ne date pas d'hier, on le sait depuis au moins les années 70. Nous savons que nous ne pourrons pas continuer éternellement. Mais ce choc, nous avons différentes manières de l'appréhender selon notre histoire, selon notre sensibilité. En 2011, j'ai perdu un être cher et j'ai lu des ouvrages d'Elisabeth Kübler-Ross, qui est une psychiatre suisse, et qui établit 7 étapes dans le processus de deuil. Donc suite à la perte de quelqu'un, le choc, ce qu'elle nomme le choc, elle établit 7 étapes que je vais vous donner maintenant. La première étape, c'est l'étape du déni. Le déni, c'est celui dans lequel la plupart d'entre nous se trouvent, et nous continuons d'acheter des produits, notamment des produits alimentaires, sans se poser la question de savoir comment ils sont produits. Nous achetons également des vêtements ou des biens de consommation sans se poser la question de leur provenance et du coup de leur mode de fabrication. Nous faisons la queue également devant des magasins pour acheter des choses inutiles et nous achetons toujours de plus en plus, toujours plus de nouveautés et nous sommes embarqués dans une course folle. C'est cela le déni. Et puis comment ne pas parler d'une certaine nourriture ? On se persuade que c'est très cool de manger des merdes et en toute honnêteté, on aurait beaucoup de questions à se poser là-dessus. Donc nous sommes pour la plupart dans un véritable déni. La deuxième étape, c'est la négociation. La négociation, c'est le fait de se dire, tiens, et si on faisait comme autrefois, si on avait autant de confort qu'autrefois, mais en faisant autrement. C'est une manière d'éviter le choc. C'est l'heure de cette pensée magique. Beaucoup de politiciens vont vous parler de la transition énergétique, ils vont vous dire de passer sur des énergies renouvelables ou des énergies vertes. Donc, il faut 100% renouvelable. Vous m'entendez les gens, c'est cohérent ce que je dis. Il y a de plus en plus de fournisseurs d'électricité verte, soi-disant. Mais en fait, il faut bien vous dire que les énergies vertes ou les énergies renouvelables, ça n'existe pas. Ce qui est renouvelable, c'est la source. Ce ne sont pas les moyens de capter cette source. Je vous laisse voir cette petite vidéo, ça dure 2 minutes, mais ça va vous persuader que ces énergies renouvelables n'existent pas. This relies on the most toxic and industrial processes that we've ever created.
Voilà, pour moi c'est assez choquant. Je vous laisse méditer un petit peu là-dessus. La troisième étape, c'est une étape de frustration. Nous commençons à réaliser que ce choc est bien réel et nous cherchons un responsable. Ce responsable, on va souvent le chercher auprès de l'État, d'un supérieur, des entreprises. On va dire que c'est la faute des Chinois, des Américains. On va dire que c'est la faute des politiciens. Et on a du mal à intégrer notre responsabilité dans ce système. Alors on arrive à des confrontations. C'est par exemple ce qu'on a vu avec les gilets jaunes. On veut plus d'avantages, nous disent les gilets jaunes, et on rentre dans un dialogue de sourds avec les politiciens qui nous disent « mais les caisses sont vides » et on redistribue déjà énormément. Et c'est vrai, en France, on peut dire que l'État est particulièrement généreux d'une certaine manière, puisque un tiers de notre PIB, 33%, est redistribué à la population sous forme d'aide et de services. Également, on a les marches pour le climat, par exemple, où on se retrouve un peu dans la même situation, où d'un côté on s'en prend à l'État, et l'État nous dit « allez voir en Pologne comment ça se passe ». Et puis vous avez également entendu parler de Greta Thunberg qui fait son allocution à l'ONU pour dire « mais comment osez-vous » Et là elle se heurte à des politiciens qui disent « mais c'est la faute des Chinois, c'est la faute des autres ». Bref, tout le monde se renvoie la balle pour ne pas accepter sa responsabilité. Alors je vous mets en garde dans cette période de frustration puisque c'est celle dans laquelle nous sommes rentrés, c'est celle qui va, à mon avis, prendre encore de la place et c'est celle qui risque de nous heurter, de nous opposer les uns aux autres. Puis vient une période de dépression, résignation. C'est la période de l'éco-anxiété qu'on appelle également la solastalgie. C'est une période dans laquelle on pense que personne ne peut plus rien pour nous, que nous sommes véritablement en face de ce deuil et nous sombrons dans l'abîme, dans le gouffre et nous pensons que plus personne ne peut réellement changer la situation. C'est une phase également qui est propice au survivalisme, à l'autonomie ou à la collapsologie. Le problème, c'est que le survivalisme, comme l'autonomie, c'est être seul, c'est être en survie, et la collapsologie, c'est l'étude de l'effondrement. Donc, on est bien dans cette phase, dans cet écueil de l'étape du deuil. Et puis, vient l'étape de la résolution. Nous commençons à imaginer qu'il y a peut-être des possibilités pour changer cet état, que cette situation est peut-être l'opportunité pour élaborer une nouvelle société plus en phase avec nos aspirations et avec l'essence même de la vie. Pour pouvoir rentrer dans cette étape de résolution, il faut faire un effort, il faut se mettre en mouvement. Et ce mouvement, c'est principalement celui que choisit Homo Spiritualis, la spiritologie, qui consiste à élever son esprit, à fournir un effort, à se mettre dans les bonnes conditions, dans la bonne émotion pour pouvoir sortir de cet écueil, pour pouvoir sortir de cette souffrance. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Toutes les phases de ce deuil, toutes les personnes qui sont dans ces phases de deuil peuvent faire des allers-retours entre ces différentes phases. Le processus est plus ou moins long selon notre histoire, selon notre sensibilité, comme je l'ai dit. Et donc il ne faut pas juger, il ne faut pas s'opposer, il ne faut pas désigner l'autre comme responsable. L'idée n'est pas de fustiger certaines personnes, mais simplement de comprendre le processus pour éviter de s'y enfermer. Alors quel est ce mouvement, quel est cet effort que je vous propose de faire avec moi ? Cet effort, c'est simplement de déjà méditer sur soi-même, de comprendre qu'en fait nous sommes tous responsables et que nous avons une part importante à jouer, nous avons un pouvoir pour pouvoir changer les choses et que cette résolution n'interviendra que si nous changeons tous intérieurement, si nous comprenons que nous devons travailler en synergie avec la nature et que nous devons travailler ensemble. Attention, il n'existe pas vraiment de solution à proprement parler. Parler de solution, ce serait revenir à l'étape de la négociation, ce serait encore faire du greenwashing, ce serait trouver des solutions qui n'en sont pas, c'est la pensée magique. Je préfère parler de stimulant. Le stimulant, c'est ce qui va nous permettre d'avoir le courage de passer d'une société qui a peur de tout à une société qui est davantage enthousiaste, qui est plus aimante.
Donc voilà, nous avons cette étape du deuil dans laquelle nous sommes individuellement et collectivement embarqués, puisque cette société de la consommation est amenée à disparaître. Alors pourquoi je vous parle de tout ça ? Eh bien, Sénèque, un stoïcien, nous dit qu'il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Alors ça me paraît important d'essayer d'analyser la situation, de la décrypter le plus possible pour pouvoir nous permettre d'anticiper certains écueils. Ainsi, je pense que notre société va se scinder, il va y avoir des oppositions très fortes, et notre société va se scinder entre d'un côté ceux qui pensent que la technologie va trouver les solutions à notre place, ceux qui pensent que la responsabilité est dans les mains de l'État, ceux qui pensent qu'on ne peut compter que sur soi-même, et ceux dont je fais partie, qui pensent qu'on ne pourra avancer vers une société différente, vertueuse, qu'en étant tous ensemble, en associant la technologie, la science, l'État, nos gouvernants, et faire un effort soi-même, avec l'aide de la nature, nous pouvons rejaillir vers une société plus vertueuse. Alors comment changer cette société ? Eh bien tout d'abord, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, il va falloir sonder l'émotion qui motive notre action. L'émotion, en latin, ça vient d'émovere, ça veut dire se mettre en mouvement. Et on comprend bien que si on est dans une peur, dans une colère, on ne fera qu'entretenir en fait le système dans lequel on est empêtré. I want you to panic. Au contraire, il nous faut avoir de la joie, de l'enthousiasme et de se dire qu'un nouveau monde est possible et que nous devons tout faire pour pouvoir aller vers ce nouveau monde. Wow, putain, génial, merci, formidable, merci beaucoup, I love you. Einstein nous dit « On ne résout pas un problème avec les mêmes modes de pensée qui l'ont engendré ». La deuxième chose, c'est de trouver un système vertueux qui nous permette à la fois sur le plan économique d'être vertueux, sur le plan social, mais également sur le plan environnemental. Aujourd'hui, ces trois paramètres rentrent généralement en compétition, en concurrence. Et donc, comment trouver ce système qui soit harmonieux sur le plan économique, social et environnemental ? Sur le plan économique, la question qu'on doit se poser, c'est quelle est l'énergie disponible ? Sur le plan social, c'est aujourd'hui en termes de confort. Est-ce que nous sommes plus confortables aujourd'hui que dans les années 50 ? Nous sommes largement plus confortables que dans les années 50. Je parle bien de confort, c'est-à-dire que nous possédons beaucoup plus de choses qui nous permettent d'avoir une vie plus facile. Et puis, sur le plan environnemental, on peut quantifier la qualité d'un environnement en fonction de sa biodiversité. Plus il y aura de biodiversité, et plus l'environnement va bien généralement. Alors actuellement, nous savons que notre système économique rentre en concurrence avec l'environnement. Ce projet de Montagne d'Or en Guyane, par exemple. J'en profite pour saluer mes amis guyanais. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais en fait, c'est un projet qui permettrait de rapporter 80 milliards d'euros. Miam miam. Donc économiquement, c'est parfait. Ça permet de rapporter beaucoup d'argent. Socialement, ça crée de l'emploi, même si c'est discutable, puisque les emplois créés déjà sont temporaires, et puis ça ne va pas créer autant d'emplois que ça. Enfin, environnementalement, c'est une catastrophe. Ça va nécessiter des produits chimiques, du mercure, du cyanure, bref, des choses vraiment dégoûtantes qu'on va rejeter en quantité importante dans l'environnement. On va raser des forêts primaires. C'est encore une aberration. Donc vous voyez que économiquement, on rentre en compétition avec l'environnement. C'est aussi la problématique du mouvement des Gilets jaunes. Je n'ai rien contre eux, je comprends leur souffrance, mais je n'adhère pas à leur mouvement pour la raison que je vais vous expliquer. J'en ai déjà parlé dans une vidéo qui m'a valu beaucoup de tort, mais c'est pas grave, j'assume ce que je dis. Quelles sont les revendications des Gilets jaunes ? Les Gilets jaunes veulent plus d'aide, et on les comprend, plus d'allocations, plus de retraites, ils veulent plus de services également, plus de services dans les hôpitaux, une sécu plus forte. Et puis, ils veulent une augmentation du SMIC, ils veulent passer le SMIC de 1100 à 1500 euros par mois.
Moi-même, j'ai été chef d'entreprise et je considère que le SMIC à 1100 euros ou 1200 euros n'est pas une bonne chose. Je n'ai jamais payé quelqu'un dans mon entreprise à ce tarif-là. Je considère que ce n'est pas un bon salaire. En plus de cela, ils souhaitent une baisse des prix de l'alimentaire, du carburant, du gaz et de l'électricité, ce qui revient à dire une baisse des revenus des entreprises. Alors, quelle est l'émotion des Gilets jaunes ? Eh bien, c'est une émotion sans aucun doute de peur et de colère, et on les comprend, il y a certainement une souffrance en dessous de leurs revendications. Et cette émotion, en fait, ne va que accentuer le système dans lequel ils sont empêtrés. C'est ce que j'appelle la théorie des sables mouvants, voire des sables émouvants, je pourrais dire, dans laquelle plus on combat un système et plus on se retrouve empêtré dedans. Alors techniquement, comment ça se passe ? La population des Gilets jaunes cherche à avoir le plus d'aides possible, à verser le moins d'impôts et à avoir des revenus plus importants. On pourrait résumer ça par plus d'avantages pour la population, mais automatiquement, comme nous sommes dans un circuit, ça va générer un désavantage pour l'État et un désavantage pour les entreprises. N'oublions pas que les dépenses des uns font les revenus des autres. Et donc, l'État et les entreprises vont devoir trouver une compensation à ces désavantages. Pour l'État, la compensation, ça va être soit de faire plus de croissance, soit d'augmenter la dette. La dette, ça ne date pas de Macron, ça fait 40 ans qu'on a cette dette. Et cette dette, à un moment, il faut bien la payer. Donc on la paye sur notre situation. Donc finalement, on amplifie le désavantage. Pour les entreprises également, ça représente un désavantage. Si on baisse les coûts des matières comme l'alimentaire, les carburants, etc., et si on augmente les revenus, ça crée un désavantage important. Et la manière de compenser cela, ça va être soit de faire plus de croissance, soit d'augmenter le chômage, d'avoir moins de masse salariale, moins d'employés. Alors on pourrait dire, mais non, mais l'État peut encore faire un effort. Alors très certainement qu'il y aurait des petits réglages à faire. C'est ce que se bagarrent en général les politiciens, faire plus de ceci, faire moins de cela. Mais au final, nous avons 33% du PIB, 33% de la richesse réalisée, constituée par le pays, par l'ensemble des travailleurs, qui est redistribuée à l'ensemble de la population en prestations sociales. 33%, c'est énorme. Imaginez que vous, sur votre salaire, vous deviez donner un tiers de tout ce que vous gagnez à quelqu'un dans la rue, ce serait colossal si on vous demandait cet effort. Donnez-lui le chèque. Vous pouvez le faire. Donnez-lui le chèque. Je suis donne. Dieu vous bénisse, mon enfant. Dieu vous bénisse. Gentil, allez. Donnez. Donnez. Lâchez-le. Lâchez-le. Merde. Je suis fier de vous, Odamet. Concernant la dette, la France fait déjà partie des pays les plus endettés au monde et ça devient difficile en fait de compenser cette dette, de la rembourser d'année en année. Et puis, comme on le sait, faire plus de croissance, donc que ce soit l'État qui fasse des lois pour favoriser cette croissance ou les entreprises qui décident d'elles-mêmes de faire plus de croissance, on sait que c'est néfaste à terme pour notre environnement. Donc on voit bien que lorsque socialement on cherche à avoir plus d'avantages, on voit bien que la seule solution c'est d'avoir une économie plus forte, mais malheureusement d'un point de vue environnemental, nous sommes dans l'impasse. D'ailleurs une phrase qui est revenue souvent, c'est fin du monde contre fin du mois. Et nous voyons que nous avons des contradictions que nous avons du mal à gérer. Comment associer l'économie, le système social et l'environnement ? Déjà, au niveau économique, ce qu'il faut comprendre, c'est quelle est l'énergie disponible. On sait qu'il y a des ressources qui sont limitées et pour l'instant, il n'y a pas d'énergie réellement propre. Alors, il faut laisser du temps à la recherche et développement, aux scientifiques, pour pouvoir développer d'autres sources d'énergie qui ne nuisent pas à l'environnement. C'est un véritable enjeu, c'est l'enjeu de ce siècle. Et puis, je pense, lorsque je vois ces villes
ultra éclairé, lorsque je vois les embouteillages, je me dis qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. On peut véritablement faire des économies d'énergie. Ce que nous devons réaliser, c'est que l'énergie ne coûte pas cher, elle est quasiment gratuite. Alors on va me dire, oui, mais tu te rends compte, quand je vais faire mon plein, ça me coûte cher. Oui, bien sûr, mais imagine que tu doives transporter 1 tonne à l'autre bout de la ville. Si tu pouvais le faire pour 2 €, tu trouverais ça pas cher du tout. Eh bien, c'est exactement ce que coûte 1 litre d'essence. Et c'est ce qu'il permet de faire. 1 litre d'essence permet de déplacer plusieurs tonnes sur plusieurs kilomètres. C'est formidable. Cette énergie ne coûte pratiquement rien. Et c'est pour ça qu'on en est tous devenus accros. Donc il va falloir véritablement l'économiser. Et la meilleure énergie, c'est celle que l'on n'utilise pas. Ensuite, d'un point de vue social, il va falloir que l'on change notre idée du confort en abondance, en bien-être. J'en ai parlé dans une autre vidéo et je pense que c'est quelque chose que nous allons devoir approfondir au fil des mois pour véritablement comprendre que nous avons déjà énormément de confort dans notre société. Nous avons tous un réfrigérateur, pratiquement tous. Nous avons tous pratiquement une voiture par foyer, parfois 2. Nous avons des télévisions, des outils. Bref, nous débordons de confort pour nous faciliter la vie. Et ça, si nous continuons dans cette pensée insatiable qu'il nous faut toujours plus de technologie, eh bien, en toute honnêteté, la bataille est perdue d'avance. Donc nous allons devoir repenser notre idée du confort. Nous allons devoir nous interroger sur notre idée du confort. Est-ce que nous ne sommes pas déjà dans une société extrêmement confortable ? Interrogez vos grands-parents. On pense qu'appuyer sur un bouton pour avoir de l'électricité ou ouvrir le robinet pour avoir de l'eau, c'est quelque chose de normal. Mais c'est loin d'être la norme dans le monde entier. Et ça, on n'en a pas suffisamment conscience. Nous n'avons pas suffisamment conscience de la chance que nous avons de vivre dans notre société moderne et confortable. Aussi, cette notion du confort, peut-être que nous pouvons la changer. Passer du luxe où nous possédons beaucoup de choses au véritable luxe, selon moi, qui nous permet d'avoir un apaisement, un bien-être, une sérénité. Également, peut-être changer notre conception des vacances. Est-ce que les vacances, c'est de consommer, comme j'entends souvent, j'ai fait tel pays, j'ai fait tel autre pays. Est-ce que les vacances, ce serait pas plutôt un moment pour partager, pour aller découvrir la nature, pour prendre un temps pour soi ? Peut-être que là aussi, nous avons des choses à changer. Nous pouvons également changer nos idoles. Nos idoles, à nouveau, je ne veux pas fustiger qui que ce soit, mais simplement changer de modèle. Nos modèles aujourd'hui nous poussent à l'inaction, à la rêverie, à l'apathie. Peut-être que nous avons des modèles qui peuvent au contraire susciter ce qu'il y a de meilleur en nous, réveiller notre courage, ôter nos peurs. Moi j'aime beaucoup Mike Horn et Sarah Marquis, qui sont des aventuriers incroyables, mais je pourrais en citer plein d'autres. Sylvain Tesson, Alexandre et Sonia Poussin, enfin bref, il y a plein de gens comme ça que j'admire et qui sont véritablement des héros pour moi de ce monde actuel. Et puis peut-être que nous pouvons également changer nos sages et au lieu de considérer que la sagesse c'est d'avoir des grandes idées impérieuses, eh bien c'est peut-être simplement d'avoir des idées modestes, plus en accord avec la nature. Aussi, d'un point de vue environnemental, nous avons également un rôle à jouer. C'est le cas notamment de la régénération. Nous avons la possibilité d'aider la nature à se régénérer. Je ferai très certainement une vidéo sur ce point puisque j'ai pas mal de projets en cours et j'ai observé pas mal de projets qui fonctionnent. Et puis également, je vous parlerai de la permaconomie qui est en fait une économie qui prend en considération ce que produit la nature. Mais j'en reparlerai puisque ça va demander un réel approfondissement. Aussi, avec ces points, nous pouvons peut-être passer d'une société de consommation, une société basée sur des biens et des services, à une société de régénération, une société qui établit sa richesse sur la quantité de biodiversité, sur la quantité d'espace naturel qu'elle protège. Je vais vous donner un petit exemple. Il y en a plein d'autres, mais on est obligé de faire un peu court. Je vais vous parler d'agroforesterie. L'agroforesterie, c'est un peu comme la permaculture, mais c'est à plus grande échelle. Et ça permet,
en fait, d'incorporer des arbres et des animaux au sein d'une culture. Alors, d'un point de vue économique, c'est un petit peu moins intéressant qu'une agriculture intensive. Une agriculture qui utilise des semences OGM sur des hectares et des hectares, sur des kilomètres, à perte de vue. Donc on est un petit peu moins compétitif, effectivement. Mais en revanche, on est un peu plus qualitatif. On va pouvoir produire des fruits et des légumes, des céréales qui vont être de très bonne qualité, avec des rendements qui sont tout à fait acceptables. Et puis surtout, ce qu'il faut voir, c'est que c'est une économie durable. Lorsque vous faites de l'agroforesterie, vous n'épuisez pas vos sols. Donc, d'un point de vue économique, les rendements sont de l'ordre de 10% inférieurs à une agriculture intensive. D'un point de vue social, nous allons avoir des ressources qui vont être souvent locales, donc ça va permettre de créer du lien. C'est excellent pour la santé, donc nous allons être moins malades, donc nous allons faire des économies aussi sur notre système social. Et puis, il a été prouvé que l'agroforesterie permettait de nourrir au moins 10 milliards d'habitants. Donc, la question de savoir si on est trop nombreux sur Terre, d'un point de vue alimentaire, peut être complètement balayée avec l'agroforesterie. Enfin, d'un point de vue environnemental, ce type d'agriculture permet de régénérer les sols. Il y a d'autres méthodes aussi, la méthode Miyawaki, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Et puis, cette agriculture, comme elle mélange plusieurs variétés, va permettre de stimuler la biodiversité. Donc on voit bien que d'un point de vue économique, d'un point de vue social, comme d'un point de vue environnemental, nous avons un système qui est vertueux. Il coûte un tout petit peu plus cher, mais ce tout petit peu plus cher, il peut être largement compensé par tout ce qu'on gaspille dans une agriculture intensive. Bien sûr, ça demande un petit effort. Ça va nécessiter de faire ses courses, par exemple, chez un petit producteur plutôt que dans un supermarché. Ça va nécessiter le soir d'éplucher ses légumes plutôt que d'acheter des produits déjà tout prêts. Et cet effort, il ne faut pas le voir comme quelque chose d'harassant qui va nous prendre du temps. Mais au contraire, il faut le voir comme une différence entre ce que nous voulons maintenant et ce que nous voulons vraiment. L'effort, c'est vraiment ce qui va nous permettre d'être plus heureux, d'avoir plus de bien-être. Et ça va également nous permettre de passer d'une population d'Homo sapiens que nous sommes, qui a peur de la mort, qui est sans arrêt dans une survie, à une population d'Homo spiritualis qui est plus aimante, qui est plus dans le partage, dans le lien à l'autre. C'est la théorie que je défends, la théorie Homo spiritualis, qui va nous permettre de changer notre société. D'un point de vue plus technique, cette population Homo spiritualis, elle va consommer autrement et elle va exiger des entreprises un mode de fonctionnement plus vertueux. Nous allons changer nos entreprises. Ces entreprises, on va les choisir selon 2 critères, notamment le critère des ressources. Une entreprise vertueuse va utiliser moins de ressources. Et le deuxième critère, c'est de prendre soin davantage de la nature. C'est pas la solution idéale puisque les ressources sont limitées, mais néanmoins, ça va nous permettre d'avoir suffisamment de temps pour que la technologie puisse nous accompagner dans ce processus de transformation de société. Ça va nous permettre également d'avoir un État qui soit plus vertueux et qui encourage ces entreprises à devenir elles-mêmes plus vertueuses. Cette population Homo spiritualis qui a trouvé un système de fonctionnement économique, social et environnemental parfait est possible que si on y croit vraiment. Depuis plus de 20 ans, j'essaye de trouver des systèmes qui fonctionnent et j'ai souvent une opposition en face de moi. Il y a une résistance au changement, alors qui est tout à fait naturelle. Mais déjà, si on se dit que c'est possible, on va transformer notre non en oui. On va se dire, tiens, on peut peut-être y aller, et on va sortir de l'écueil dont je parlais tout à l'heure, de cette dépression, de cette solastalgie, de cette éco-anxiété. La deuxième chose, c'est d'accepter que nous sommes responsables, et que, en étant responsables, nous avons le pouvoir de changer les choses. Bien sûr, c'est bien plus confortable de désigner l'autre comme responsable à notre place. Ça nous place du côté des bons, en disant c'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre. Mais
Au fond, ça nous place plutôt dans le camp des victimes, puisque on ne va rien changer par nous-mêmes. Si on ne fait pas partie du problème, on ne fera pas partie de la solution non plus. Donc accepter notre responsabilité, c'est accepter que nous avons le pouvoir de changer les choses. Et puis enfin, faire un effort sur sa nature. J'en ai parlé, faire cet effort, ça va nous permettre de passer de victime à héros. Et c'est tout ce qu'étudie la spiritologie, l'étude de la sagesse d'une certaine manière. C'est de vous donner un réel pouvoir pour devenir les héros de demain. Voilà, je vous remercie de votre patience, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à vous abonner, pensez à partager cette vidéo, c'est très important puisque plus nous serons nombreux et plus les efforts dont je vous parle seront faciles à faire. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo pour être ensemble plus heureux.